La nuit du 5 juin 1944, la pluie avait cessé depuis 1 heure, mais l'air conservait encore l'odeur de la terre mouillée et du diesel, une odeur qui collait aux vêtements et aux pensées, rappelant à chaque respiration la présence récente de la tempête et des déplacements de matériel. Quelque part au sud de Caen, dans la demi-obscurité d'une nuit normande, 4 silhouettes étaient accroupies près d'une ferme abandonnée, silhouettes qui semblaient au premier regard se fondre avec l'ombre des haies et des murs effondrés, comme si le paysage avait voulu les avaler pour les protéger ou les punir. Le plus jeune, à peine 20 ans, vérifia sa montre une nouvelle fois. Ses doigts tremblaient légèrement sous le cuir, et la lumière pâle du cadran dessinait sur son visage l'angoisse d'un âge qui n'avait pas encore appris à porter la mort. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Et les mots tombèrent dans la nuit comme une réponse fragile à quelque chose de plus vaste et de plus brutal. Dehors, le vent faisait bruisser le blé, et, au loin, une garnison allemande d'environ 50 hommes était postée près de la voie ferrée. Une poche de vigilance au milieu d'une campagne qui pour la plupart avait choisi l'indifférence par peur ou réserve. Au-delà de cette ligne, un train était attendu avant l'aube, chargé d'obus, de carburant et de renforts destinés à remonter vers les plages, et si le convoi parvenait à passer à l'heure, la donne stratégique aurait été changée en faveur de l'ennemi. Aucun des 4 hommes ne connaissait l'heure exacte de l'invasion. Personne ne pouvait prédire le moment précis, mais le message codé qu'ils avaient entendu à la BBC ce soir-là ne laissait aucun doute. La phrase mystérieuse et poétique, les longs sanglots des violons de l'automne, avaient résonné comme une clé, comme un signal tacite que l'instant approchait. Il était temps, un mot simple posé sur des vies compliquées, et la décision de répondre à cet appel couvrait d'un nouveau poids les épaules déjà usées de ces résistants. Leur chef, Henri Delmas, avait 43 ans, il avait été fermier avant la guerre et avait appris à lire la météo sur la couleur du ciel, à sentir l'humidité dans l'air et à deviner le comportement des terres selon la saison, mais la guerre lui avait arraché bien plus que des habitudes agricoles, on lui avait pris ses champs, son fils avait été déporté et sa femme était morte d'une maladie que personne n'avait su soigner pendant l'occupation. Pourtant, ce qui brûlait en lui n'était pas la revanche personnelle, ou du moins il s'efforçait de le penser ainsi, c'était un devoir plus vaste, un appel à réparer, l'honneur d'un pays. Et quand il dit « Nous faisons cela pour la France », sa voix était basse et résolue comme un serment que d'autres avaient oublié. À côté de lui, agenouillé, Luc Morel regardait le terrain avec l'œil d'un ancien mécanicien de Rouen. Il connaissait les moteurs, les rouages et la façon dont un simple défaut pouvait trahir une machine. Il savait aussi improviser, réparer avec du fil de fer et des prières quand le temps était compté. André Vasseur, étudiant universitaire aux mains tremblantes, mais aux yeux courageux, portait dans sa poitrine l'urgence de ceux qui ont appris à lire le monde sur des pages et veulent maintenant réécrire l'histoire à la force des actes. Claire Lemoine, la messagère, avait endossé des rôles 1000 fois pour tromper l'ennemi. Elle était allée de ferme en ferme en faisant semblant d'être une laitière, cachant des codes au creux des paniers, et chaque fois elle revenait les poches pleines de secrets et le visage, blanchi par le froid et la peur. Il disposait exactement de 25 minutes pour atteindre la voie, poser les charges et disparaître avant le changement de faction des sentinelles, un laps de temps qui semblait minuscule quand on le comparait à l'enjeu, mais qui contenait en lui la possibilité de faire basculer une bataille entière. Ce moment était chargé à la fois de terreur et de promesses, il représentait la différence entre le chaos et l'ordre, entre la mort et l'aube. Et chacun d'eux sentait comme un fil invisible lié à la destinée d'autres hommes dont ils ignoraient les noms. Henri regarda la montre encore. 20 minutes, dit-il en avalant sa salive, et il fit effort pour ne pas montrer la peur, pour que sa voix reste ferme et donne un rythme au groupe. Ils se dressèrent lentement et se glissèrent vers la haie, les pas mesurés et silencieux, les pieds enfonçant la terre humide sans bruit inutile,
et autour d'eux la nuit semblait retenir son souffle, comme si la campagne elle-même assistait à leurs décisions. Les souvenirs de Henri le hantèrent alors, la voix de son fils capturée sur les ondes clandestines, quelques mots prononcés avant que la ligne ne coupe. « Ne lâche pas, papa, jamais !» Ces mots revenaient comme un commandement tendre. La mécanique de l'action prit le dessus sur la mémoire. Chaque geste était prévu, répété, presque rituel. L'approche de la voie se faisait par un sentier que seuls les paysans connaissaient. Un passage étroit dans le talus où la visibilité était réduite, mais la couverture offerte plus sûre. Ils atteignirent le culvert, la lueur lunaire faisant miroiter le rail et montrant la froideur de l'acier qui bientôt devrait se rompre. Luc mit à nu les explosifs d'œufs s'accusés, bricolés à partir de munitions allemandes volées et de sucre provenant d'une distillerie locale. Assemblage fragile et dangereux mais suffisant pour leur dessein. André, main tremblante, connecta le fil du détonateur, chaque mouvement mesuré, chaque nœud serré avec la conscience aiguë que la moindre erreur serait fatale. Il demanda le temps d'une voix étouffée. Henri regarda la montre. « 10 à 8 minutes, annonça-t-il. Et la phrase semblait plus courte que le battement de leur cœur. Au campement ennemi, les rires s'élevaient. La flamme d'une cigarette éclairant des visages fatigués, la confiance naïve de ceux qui pensent que la guerre est une succession de nuits identiques. Ils se croyaient en sécurité, bercés par la routine, par la sensation que rien ne viendrait troubler ce cantonnement. Les Alliés avaient trompé l'ennemi depuis des semaines, multipliant faux parachutistes et mensonges radio, conduisant l'œil de la surveillance allemande vers Calais et d'autres lieux, tandis que la réalité se tramait ici, plus près et plus dangereuse. Claire, placée sur la crête pour surveiller, aperçut 2 sentinelles et rapprochant du lampadaire de la voie, et elle donna le signal convenu avec une lampe, 2 impulsions claires qui firent frissonner le cœur du petit groupe caché. Henri saisit la décision. On ne peut pas attendre. Luc, arrose la charge maintenant. Et Luc répondit avec une grimace qui n'avait rien d'amusé. Comme réparer un vieux tracteur, histoire de se donner du courage. Il serra les pinces, arma la mèche et leva les yeux. Le signe que la mécanique humaine et matérielle se conjuguait enfin. Prêt, dit-il. Et la fuite devint leur pensée suivante. Mais avant qu'ils ne s'éloignent, un ordre allemand retentit. Halt. Henri déplia une carte grossière dessinée au crayon, les lignes tremblantes à moitié effacées par l'humidité. Témoignage des longues heures passées à la cacher dans la terre et la pluie. La surface du papier semblait respirer la peur et la détermination. Luc et moi, nous passerons par la haie et atteindrons le ponceau ici, dit-il en montrant du doigt un petit canal sous les rails, son ongle traçant un chemin fragile entre les taches de boue. André, tu poses les charges sur la voie sud. Claire, tu restes en haut de la crête pour surveiller. Si jamais il nous repère, n'hésite pas. Préviens-nous, puis cours. Ces mots n'étaient ni un ordre ni une prière. C'était un pacte silencieux entre des âmes déjà à moitié consumées par la cause qu'elles servaient. Claire hésita, ses doigts serrés sur la sangle de son sac, son regard brillant dans la pénombre. « Et s'il vous attrape ?» demanda-t-elle. Elle, la voix cassée par la tension. Henri soutint son regard, sans fléchir. « Alors ce sera à toi de leur dire que nous avons essayé. » Elle hocha la tête une seule fois, lentement, comme si ce simple geste venait de graver son sort dans la pierre. Au signal d'Henri, Luc et lui s'éclipsèrent entre les arbres du verger, les branches ruisselantes caressant leurs épaules, et disparurent dans l'épaisseur de la haie. André les suivit à quelques mètres, tandis que Claire prit la direction de la crête, sa silhouette se découpant à peine contre le ciel lourd de nuages. Le sol avalait leurs pas dans un bruit humide. Leurs bottes s'enfonçaient dans la terre détrempée, et leur cœur battait plus fort que leurs semelles ne heurtaient le sol. Au loin, un chien aboya, puis se tut soudain, laissant derrière lui un silence plein de pressentiments. Les lumières de la garnison luisaient à travers la brume comme de petites flammes arrogantes, rappelant à ceux qui approchaient la suffisance d'un ennemi convaincu d'être invincible. Ces lueurs jaunâtres découpaient des ombres mouvantes, des silhouettes d'hommes qui riaient, fumaient et ignoraient que la mort les observait déjà depuis les champs. Chaque pas des 4 résistants pesait plus que leur propre vie. Ils portaient, dans leurs gestes mesurés, l'équilibre fragile de toute une bataille. Si leur mission échouait, le train passerait,
apportant munitions, renforts et espoir aux troupes allemandes. Et alors, à l'aube, les plages seraient nues, vulnérables. Henri se souvenait d'une autre nuit, des mois auparavant. Il faisait aussi sombre, et le vent portait l'odeur du charbon et des feuilles brûlées. C'était la dernière fois qu'il avait entendu la voix de son fils sur la radio clandestine. « Ne lâche pas, papa. » Jamais. Ces mots, il les avait gravés en lui, comme un feu qu'aucune peur ne pouvait éteindre. Cette voix marchait à ses côtés ce soir encore, aussi réelle que le bruit du métal sous ses bottes. Ils atteignirent enfin le ponceau, ce tunnel de pierre qui passait sous la voie ferrée, assez large pour qu'un homme rampe, assez étroit pour qu'on s'y sente enseveli vivant. La lune, timide, glissa à travers un pan de nuages et fit briller les rails d'un éclat blafard. Luc posa un genou à terre, ses mains habiles, déliant les sangles des sacs d'explosifs. 2 petites sacoches usées, fabriquées à la hâte à partir de munitions allemandes volées et de sucre cristallisé venu d'une distillerie locale. Le mélange, instable mais puissant, exhalait une odeur acide. André, les doigts tremblants, déroula le fil du détonateur. Chaque geste était pesé, minutieux. Le moindre faux mouvement pouvait transformer la mission en tombe commune. « Combien de temps nous reste-t-il » murmura André, sans lever les yeux. Henri consulta sa montre, le tic-tac étouffé battant comme un second cœur. « 18 minutes » répondit-il d'une voix calme mais lourde. Ces mots, pourtant simples, eurent l'effet d'un gong lointain. 18 minutes pour changer le cours d'une guerre. 18 minutes pour survivre ou disparaître. Dehors, la nuit semblait retenir son souffle. Les tiges de blé frémissaient sous une brise indifférente. Au loin, on entendait encore les voix des sentinelles. Allemandes, un chant rauque de soldats ivres de routine, inconscients du précipice sur lequel ils dansaient. Claire, depuis la crête, observait leurs ombres vaciller sous les lampes. Ses yeux suivaient les faisceaux, mesurant les intervalles, anticipant les dangers. Elle inspira profondément, essayant d'ignorer la peur qui lui montait à la gorge. Henri et Luc travaillaient vite. Luc ajustait les charges, vérifiait la tension du fil, plantait les crochets dans la terre molle. Le bruit sec du métal frottant la pierre résonnait dans le silence. « Si tout se passe bien, le train ne verra rien venir », souffla Luc, presque pour lui-même. Henri hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur la montre. Le temps coulait, impitoyable, et chaque seconde leur arrachait un peu d'air. André posa la dernière mèche, puis essuya la sueur qui perlait sur son front. Ses doigts étaient engourdis, sa respiration saccadée. « C'est prêt », murmura-t-il. Henri observa les fils, courir le long des rails, jusqu'au petit boîtier dissimulé sous une planche. Tout semblait en place, mais l'incertitude demeurait. Rien n'était jamais sûr dans la guerre. Claire envoya le signal convenu. 2 éclairs de lumière rapide, presque invisibles dans le brouillard. Le code signifiait que 2 sentinelles s'étaient éloignées, direction nord. La voie était libre pour un court instant. « On y va », chuchota Henri. Ils commencèrent à se retirer, rampant dans la boue, le souffle court, les sens en éveil. Chaque mètre les rapprochait de la survie ou de la faim. Mais soudain, un cri jaillit. Un chien, celui qu'ils avaient entendu plus tôt, se mit à aboyer furieusement. Puis des voix allemandes éclatèrent dans la nuit. « Halt !» Verda. Henri sentit son sang se figer. Les silhouettes des gardes apparurent au loin, lampe à la main. Luc jura entre ses dents. André, instinctivement, leva la tête. « Ne bouge pas !» souffla Henri. Trop tard. Là, la lumière frappa la haie, dévoilant une ombre. Un tir éclata, puis un autre. Le silence de la nuit vola en éclats. Les oiseaux s'envolèrent des champs dans une nuée soudaine. Claire, depuis sa position, vit les faisceaux converger vers le ponceau. Elle cria un avertissement, un cri qui se perdit dans le vacarme. Henri attrapa la télécommande. « On n'a plus le choix », dit-il, les yeux fixés sur le câble tremblant. « Non !» protesta André. « Il est trop tôt !» Mais déjà, Henri pressait le contact. Un souffle de lumière blanche déchira la nuit, suivi d'une explosion qui fit trembler la terre. Le grondement roula à travers la vallée, avalant les cris,
et la peur. Le rail se souleva, se tordit, puis s'effondra dans un nuage de feu et de fer. Les Allemands furent projetés au sol, surpris, désorientés. La poussière s'éleva comme une muraille. Henri sentit la chaleur lui lécher le visage. Luc se jeta derrière un tronc. André tomba, sonné. Claire descendait déjà en courant, les mains couvertes de sang et de terre. « Il faut partir !» cria-t-elle, sa voix éraillée. Ils s'élancèrent dans la direction du bois, leurs silhouettes se perdant entre les troncs. Derrière eux, la voie fumait encore. Les flammes dévoraient les sacs abandonnés, les rails tordus brillaient comme des serpents de métal en fusion. Henri se retourna une dernière fois. Le train, s'il venait, ne passerait jamais. Il pensa à son fils, à la voix qui disait « Ne lâche pas ». Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que ces mots avaient trouvé leur écho. Il courait toujours quand l'aube commença à poindre, fine et grise. Le jour neuf se levait sur une France encore enchaînée, mais qui venait de respirer un peu de liberté. Sous le ciel de Normandie, les 4 ombres disparurent dans le blé, poursuivis par les cris, la fumée et la mémoire du courage. Au poste de garnison, les rires résonnaient dans l'air froid. Des soldats allemands jouaient aux cartes sous une lampe à pétrole, le craquement d'une bouteille de bière se mêlait à une chanson murmurée à l'harmonica. Ils croyaient que la Normandie dormait paisiblement cette nuit-là. Les Alliés avaient bien joué leur partie, de faux signaux radio, des parachutistes en tissu jetés sur Calais, de fausses transmissions dans les airs. Tout ce qu'il fallait pour que l'ennemi regarde ailleurs, pendant que la vraie tempête s'approchait de ce petit bout de terre, ici, au cœur des haies épaisses et du brouillard. Sur la crête, Claire observait la scène à travers la brume. 2 sentinelles se rapprochaient du lampadaire près de la voie ferrée. Elle serra sa lampe de signal et l'alluma 2 fois, comme convenu. Un avertissement bref, discret, mais vital. En bas, Henri vit les éclats minuscules de lumière et se figea aussitôt. Les gardes étaient plus proches qu'il ne l'avait prévu. « Luc » murmura-t-il dans l'obscurité, « on ne peut plus attendre. Pose la charge maintenant. » Luc, à genoux dans la boue, esquissa un sourire nerveux. « Comme réparer un vieux tracteur, hein » souffla-t-il. Ses mains calleuses resserrèrent les pins, vérifièrent le détonateur. Il leva la tête, le visage à moitié éclairé par la lune. « C'est prêt. » Henri hocha la tête. « Alors, on file. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, une voix allemande fendit le silence. « Halt !» Une fusée éclairante jaillit dans le ciel. En un instant, la nuit se transforma en un éclat de jour aveuglant. Les ombres disparurent. Les 4 résistants se jetèrent dans le taillis, tandis que des rafales de balles sifflaient à travers les feuilles, brisant des branches, soulevant la terre. Les Mauser aboyaient dans la vallée, leur écho roulant comme un tonnerre de fer. Claire dévala la pente, tenant contre sa poitrine la boîte du détonateur. « Henri, la ligne est armée !» cria-t-elle. Luc fit volte-face, courut vers lui, le saisit par le col et le tira hors de la boue. « Laisse-moi » haleta André, le visage livide. « Pas cette nuit » grogna Luc en serrant les dents. Les Allemands approchaient. 5. 10 peu. Être. Les ordres fusèrent. Bref et dur. Une camionnette alluma ses phares, balayant le champ d'un cône de lumière blanche. Henri sentit son cœur battre comme un tambour de guerre. Ils avaient quelques secondes avant d'être encerclés. « Claire » hurla-t-il. « Le détonateur maintenant. Mais vous êtes encore. »« Maintenant !» La boîte trembla dans les mains de Claire. Elle ferma les yeux et appuya. Un souffle de feu déchira la terre. Le sol se souleva, avalant la voie ferrée dans un rugissement d'enfer. Les rails se tordirent comme des serpents d'acier. Des éclats de gravier volèrent dans les airs et un nuage de fumée noire monta vers les étoiles. Le camion allemand dérapa, percuta le talus, explosa dans une boule de feu.
Les flammes se mirent à lécher les pneus, les cris se noyèrent dans le tumulte. Henri sentit ses oreilles siffler, le goût du métal emplir sa bouche. Il se releva en titubant, cherchant ses camarades dans la lueur rougeâtre. Luc traînait André à travers la boue, le bras passé autour de ses épaules. Claire courait vers eux, les yeux pleins de larmes et de suie. Autour d'eux, l'air empestait la poudre et l'essence brûlée. Au loin, on entendait les cloches de camp commencer à sonner, bien que personne n'eût donné l'ordre. Comme si la ville entière s'éveillait dans un cri de fer et de feu. Henri les guida jusqu'à un vieux fossé envahi d'orties. Là, ils s'effondrèrent, respirant fort, incapables de parler. L'explosion continuait de résonner dans leur poitrine. Le ciel vibrait encore, traversé par la lumière des fusées éclairantes et les flammes du train éventré. Luc jura entre ses dents. « Ils savent maintenant. Ils vont tout fouiller. » Henri acquiesça. « Oui, mais le train ne passera pas demain matin. Et ça, c'est tout ce qui compte. » Claire s'accroupit, essuyant ses mains pleines de terre. « Et André ?» Luc arracha un morceau de sa chemise pour bander la jambe de son camarade. André serra les dents sans un cri. Le sang avait déjà taché la toile du pantalon. Henri posa une main sur son épaule. « Tiens bon, encore un peu. » Une rafale d'air glacé passa entre les haies. Puis, au loin, des phares balayaient déjà la route. Des motos allemandes. Il n'avait que quelques minutes. Henri leva les yeux vers la colline. Par le vieux sentier, ils se mirent en marche, soutenant André. Le chemin serpentait entre les arbres et les pierres, invisible sous la lune. Derrière eux, la garnison brûlait, le feu reflétait sur les flaques d'eau, transformant chaque goutte en braise. Claire se retourna une dernière fois. Dans les flammes, elle crut voir les silhouettes des soldats courir dans tous les sens, criant, tirant à l'aveugle. Elle sentit une étrange paix la traverser. Non pas de la joie, mais une certitude. Ils avaient accompli ce qu'ils devaient. Ils atteignirent la grange abandonnée, celle que Luc utilisait pour cacher les radios. Là, ils s'écroulèrent, épuisés. Henri retira sa veste et la posa sur André. « Tu vivras, » dit-il doucement. « Tu mens, » répondit André, souriant faiblement. « Mais c'est gentil. » Le silence s'installa. Seul le crépitement lointain des flammes remplissait la nuit. Henri sortit son carnet et nota l'heure, 2h45. Il savait qu'au lever du jour, des avions alliés survoleraient la côte. L'explosion de la voie retarderait le renfort allemand, peut être de 6 heures, peut être plus. Ce serait suffisant pour les hommes qui allaient débarquer. Luc s'assit contre le mur, essuyant la suie sur son front. « Tu crois qu'ils comprendront un jour ?» demanda-t-il. « Tout ce qu'on a risqué ici ?» Henri haussa les épaules. « Peut être pas, mais quand ils poseront le pied sur cette terre libre, ils marcheront aussi pour nous. » Dehors, la pluie commença à tomber, lente, fine. Les gouttes frappaient la tôle du toit, comme un tambour lointain. Claire ferma les yeux. Chaque son, chaque souffle lui rappelait la vie qui reprenait malgré tout. Dans l'ombre, le vieux poste radio grésilla. Une voix anglaise s'y fit entendre, hachée par les interférences. Henri tendit l'oreille. Un message codé venait d'arriver. La rose éclot à minuit. C'était le signal. Le débarquement avait commencé. Un rire étranglé échappa à Luc. Ils y sont. Bon sang, ils y sont. Henri sentit un frisson le traverser. Des années d'attente, de peur, de sacrifices se cristallisaient dans ces quelques mots. Son main sur la radio, comme sur un cœur battant. Alors, que Dieu les garde. Claire leva les yeux. Et nous? Henri la regarda longtemps. Nous, on disparaît, on se fond dans la terre, comme des ombres. Jusqu'à ce que tout ça soit fini. Ils restèrent là, silencieux, écoutant la pluie. André s'endormit, le souffle irrégulier mais vivant. Luc finit par s'assoupir aussi, la tête contre la poutre. Henri resta éveillé, observant les reflets tremblants de l'aube à travers les fentes du bois. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire.
Quand le premier rayon de soleil perça, il aperçut un vol d'hirondelles passer au-dessus du champ. Les oiseaux glissaient au-dessus de la fumée et du silence, libre, indifférent à la guerre des hommes. Henri sentit une larme rouler sur sa joue. Pas de chagrin, pas tout à fait de joie. Quelque chose d'autre, le poids immense de ce qu'il venait de faire, et la conscience qu'il n'était qu'un fil dans la toile du destin. Il remit son manteau, ajusta son vieux pistolet et sortit dans la lumière grise du matin. Derrière lui, la grange sentait le bois mouillé et le sang séché. Devant, le chemin menait vers le sud, là où d'autres combats les attendaient. Claire le rejoignit. Ses cheveux collaient à son visage, trempés par la pluie. « Tu crois qu'on verra la fin, Henri ?» Il sourit tristement. « La fin ? Non, mais peut être le début de quelque chose. » Ils marchèrent sans un mot, leurs silhouettes se fondant peu à peu dans la brume. Au loin, on entendait encore les explosions, mais elles semblaient déjà appartenir à un autre monde. Le feu, la peur, les cris, tout cela s'éloignait, remplacé par le murmure du vent dans les haies, et tandis qu'ils disparaissaient derrière la colline, la Normandie s'embrasait d'un nouveau jour. Un jour de guerre, certes, mais aussi d'espérance. Sous les cendres, la liberté recommençait à respirer. Lorsque l'aube se leva, le train ne passa jamais. À 6h30 précises, les premiers navires alliés apparurent au large des côtes de Normandie. Le jour J venait de commencer. Dans les falaises encore embrumées, le grondement des canons de marine roulait comme un tonnerre lointain, éveillant la terre et les âmes. Le poste de garnison allemand, celui-là même qui devait envoyer ses renforts vers les plages, restait prisonnier derrière la voie effondrée et le pont détruit. 12 heures de retard, 12 heures gagnées pour la liberté. Pendant ces 12 heures, sur le sable de l'Aube, des centaines de vies furent épargnées. Et dans les bois humides, 3 silhouettes restaient cachées parmi les troncs denses, couvertes de boue et de silence. Henri, Luc et Claire s'étaient réfugiés sous un couvert, d'arbres, à quelques kilomètres du lieu de l'explosion. André, lui, n'avait pas survécu. Il avait cessé de respirer juste avant le lever du soleil, ses doigts serrés autour du fil du détonateur, comme s'il tenait encore la mission elle-même. Henri l'avait enterré là, sous un vieux chêne tordu. Il avait creusé de ses propres mains, sans un mot, pendant que Luc montait la garde et que Claire priait doucement. Il planta une croix de bois simple, faite d'une branche brisée et d'un clou récupéré dans sa poche. 25 minutes, murmura-t-il en regardant la tombe. C'est tout ce qu'il a fallu pour tout changer. Le silence qui suivit pesait comme une pierre. Luc, le visage gris de fatigue, passa une main sur ses yeux rougis. « On devrait partir, Henri. Les patrouilles vont fouiller toute la zone. » Henri ne répondit pas tout de suite. Il resta agenouillé près du monticule de terre fraîche. Une part de lui refusait de tourner le dos. Depuis des mois, il se battait sans nom, sans drapeau. André avait été plus qu'un camarade, il avait été la voix du courage dans leur nuit d'attente. Il méritait mieux qu'une tombe dans la forêt, dit Claire à voix basse. Henri se redressa lentement. Peut-être. Mais il aurait voulu qu'on vive. C'est notre tour de tenir la promesse. Ils reprirent la route, se faufilant entre les buissons. Le ciel devenait pâle, lavé par la brume du matin. On entendait déjà au loin le grondement sourd de l'artillerie, les navires alliés bombardaient les positions allemandes. Chaque détonation faisait vibrer le sol sous leurs pas. Luc leva la tête vers le ciel. « Tu entends ? » « Ce sont nos gars. » Claire esquissa un sourire fragile. « Alors, c'est vrai. Ils sont venus. » Henri hocha la tête. « Oui, et grâce à André, ils auront le temps d'atteindre la côte. » Ils s'arrêtèrent au bord d'un ruisseau pour boire. Leurs visages se reflétaient dans l'eau trouble des visages vieillis par des années condensées en une nuit. Henri prit une gorgée et resta pensif. Il songeait à sa femme, à son fils qui avait traversé la Manche 2 ans plus tôt pour rejoindre les forces françaises libres. Était-il quelque part, là, bas, sur un bateau, en train d'approcher d'Ouistreham ou de Juno Beach? Le vent apporta une odeur de sel et de poudre. Le monde semblait retenu entre 2 souffles. Plus loin, sur la route principale, des camions allemands tentaient d'avancer.
On entendait les moteurs gronder, les ordres crier. Henri, depuis la lisière du bois, observa le chaos. La voie ferrée détruite avait provoqué un encombrement colossal. Des véhicules à l'arrêt, des hommes courant dans tous les sens, cherchant à comprendre. Un officier frappait du poing sur le capot d'un camion, hurlant de colère. Luc esquissa un ricanement amer. Ils ne savent plus où aller. Henri répondit d'une voix calme. C'est la confusion qui sauve les batailles. Ils restèrent cachés toute la journée. À midi, le soleil filtrait à travers les feuillages, dessinant des éclats d'or sur leurs visages. Claire tenta de s'assoupir, mais les bruits de la guerre ne cessaient pas. Explosions lointaines, sifflements d'obus, cris portés par le vent. À chaque déflagration, elle sursautait. Henri posa doucement une main sur son épaule. « Ce que tu entends là, bas, c'est la promesse qui se réalise. » Vers l'après-midi, ils virent passer au-dessus d'eux une formation d'avions alliés. Les croix noires sur les ailes ennemies avaient disparu du ciel. À la place, les étoiles blanches des Américains brillaient dans le bleu. Luc leva le poing vers eux. « Ils volent pour André, » dit-il simplement. Claire essuya une larme. « Et pour tous les autres qu'on ne reverra pas. » Le soir tomba lentement, apportant avec lui le froid et le sentiment étrange d'une fin prochaine. Henri sortit son carnet, celui qu'il gardait depuis le début de la résistance. Les pages étaient couvertes d'une écriture nerveuse, hâtive des noms, des lieux, des heures de transmission. Il nota simplement 12 heures gagnées, un ami perdu, mission accomplie. Puis il referma le carnet et le rangea dans sa veste. Luc alluma un feu minuscule, dissimulé derrière une pierre. La flamme vacillait, timide, mais suffisante pour réchauffer leurs mains. Ils mangèrent un peu de pain rassis et de fromage sec trouvé dans le sac d'André. Personne ne parla pendant un long moment. Finalement, Claire prit la parole. « Quand tout ça sera fini, tu feras quoi, Henri ?» Il resta songeur. « J'irai peu être à Paris, voir si la ville respire encore. Peu être retrouver mon fils, s'il a survécu. Et toi ?» Elle haussa les épaules. « Je retournerai à la ferme, planter des pommes de terre, peu être. La guerre m'a tout pris sauf la terre. » Ris doucement. « Et moi, je veux juste dormir 3 jours d'affilée. » Le rire mourut vite, remplacé par le silence. Henri regarda les étoiles se lever une à une. Il pensa à André, à sa croix de bois cachée sous les branches. 12 heures. C'était tout ce que leur sabotage avait offert, mais 12 heures pouvaient changer le cours du monde. La nuit s'épaisit, dans le lointain, on distinguait encore les éclairs du front. Le vent portait le grondement de la mer et des explosions mêlées. Henri resta éveillé longtemps, le fusil sur les genoux. Chaque bruit dans les fourrés lui semblait suspect, mais les Allemands ne vinrent pas. Peu être qu'ils avaient déjà fui vers la côte, cherchant à contenir l'invasion. Peu être que la peur avait changé de camp. Au matin suivant, les 3 résistants quittèrent leur abri. Le ciel était clair, lavé par la pluie nocturne. En descendant vers la vallée, ils croisèrent des villageois hagards, sortant de leurs caves après des jours de terreur. Certains portaient encore les brassards tricolores qu'ils avaient cachés sous leurs manteaux. Quand ils virent Henri et les siens, ils comprirent. Un vieil homme s'approcha, tenant un pain chaud dans ses bras. « C'est vous, ceux de la voie ferrée ?» demanda-t-il. Henri hésita, puis acquiesça. Le vieillard hocha la tête lentement. « Alors que Dieu vous bénisse. Grâce à vous, les Allemands n'ont pas atteint la mer à temps. » La nouvelle se répandit de ferme en ferme, de bouche en bouche. Les résistants du bocage, qu'on disait fantômes, avaient frappé juste avant l'aube du grand jour. Les cloches sonnèrent dans plusieurs villages. Des drapeaux cachés furent déployés aux fenêtres. Pour la première fois depuis 4 longues années, la Normandie sentait la liberté approcher. Henri, Luc et Claire s'arrêtèrent sur une colline d'où ils pouvaient voir la mer. Au loin, les fumées montaient au-dessus des plages. Des colonnes de véhicules s'avançaient vers l'intérieur des terres. « Regarde, » dit Luc. « C'est le monde qui revient. » Claire sourit tristement. « Et nous, où est notre place dans ce monde ?» Henri répondit sans détour. Dans sa mémoire, ils restèrent un long moment à contempler l'horizon, leurs vêtements déchirés, leurs visages noircis, leurs cœurs usés,
mais leurs yeux brillaient d'une lumière neuve. La guerre n'était pas encore terminée, mais la victoire avait déjà trouvé ses racines, plantées dans la terre normande et arrosées du sang des braves. Avant de partir, Henri se retourna vers la forêt. Il pensa à la tombe d'André, à la croix simple qui s'y dressait. « Tu vois, vieux frère, murmura-t-il, ton sacrifice n'a pas été vain. Le train ne passera plus jamais, et la France respire encore. » Ils reprirent la marche vers le sud, vers d'autres missions, d'autres combats. Mais, dans leurs pas, résonnait déjà la promesse du lendemain. 12 heures avaient suffi à retarder l'ennemi, mais aussi à ranimer l'espoir d'un peuple. Et dans ce bref délai, entre l'ombre et la lumière, s'était glissé tout le destin du monde libre. Des années plus tard, en l'an 1964, un Henri Delmas vieillissant se tenait dans le même champ, aujourd'hui couvert de fleurs sauvages et de silence. Les rails avaient été reconstruits, la guerre depuis longtemps terminée. Une plaque commémorative se dressait à côté de la voie. À ceux des 4 qui arrêtèrent le train et achetèrent le temps de la liberté, Henri passa doucement ses doigts sur les noms gravés. Luc, André, Claire, Henri. Un train passa à ce moment-là paisible, civil, rempli d'écoliers et de touristes. Aucun d'eux ne savait ce qui s'était passé ici. Aucun d'eux n'entendrait jamais les coups de feu, ni ne sentirait la fumée. Mais Henri sourit malgré, toutes, car c'était bien cela, le sens de leur combat. Le monde avait continué d'avancer, et cela signifiait qu'ils avaient gagné. Le vent du matin caressait les champs redevenus verts, là où jadis la terre brûlait encore des bombes. Henri s'assit sur une pierre, son vieux chapeau posé sur les genoux. Il ferma les yeux et entendit, dans le lointain de sa mémoire, les voix de ses camarades. André riant, Luc fredonnant un air de campagne, Claire lui disant d'espérer encore, tout semblait si proche, comme si le temps n'avait pas passé. Pourtant, près de 20 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit d'incendie. Henri soupira. Il savait que la paix avait un prix, et qu'il l'avait payé en souvenir. Un grondement discret monta alors au loin. Ce n'était plus le rugissement des chars, ni le sifflement des obus, seulement le bruit régulier d'un train moderne glissant sur les rails. Henri leva la tête. Dans la lumière du matin, les wagons passaient, lisses et brillants. À travers les vitres, il aperçut des enfants riant, des familles voyageant vers la mer, des touristes photographiant la campagne. Aucun d'eux ne remarquait l'homme assis là, ni la plaque à ses côtés. Le monde avait oublié, et c'était bien ainsi. L'oubli, parfois, est le visage le plus doux de la victoire. Et puis, tandis que le convoi disparaissait à l'horizon, Henri murmura « Nous avons tenu parole ». Le récit change alors de décor. Quittons les plaines apaisées de Normandie pour plonger dans un autre enfer Berlin, avril 1945. La capitale du Reich n'était plus qu'un squelette. Les obus soviétiques tombaient sans répit. Les rues étaient des ravins de poussière et de feu. Les arbres, calcinés, ressemblaient à des doigts noirs tendus vers le ciel. Dans ce chaos, les armées soviétiques avançaient, mètre par mètre, maison par maison, brisant les dernières résistances allemandes. Chaque carrefour coûtait des vies. Chaque immeuble était un piège. Mais rien ne pouvait plus arrêter cette marée rouge. Sous la surface, pourtant, une autre bataille se jouait silencieuse, étouffée par les gravats. Là, sous les ruines, s'étendait un labyrinthe, les bunkers de Berlin. C'était le cœur caché du Troisième Reich, son dernier refuge, son tombeau à venir. Les Soviétiques s'attendaient à des ruines, à des cadavres, à la puanteur du désespoir. Ils trouvèrent tout cela et autre chose. Ils découvrirent le temps, arrêté comme un souffle, des bureaux entiers, intacts malgré les bombardements, des cartes punaisées au mur, indiquant des lignes de front déjà effacées depuis des semaines, des téléphones brisés, des chaises renversées, et, dans certaines pièces, des traces de vie interrompues. Un manteau posé sur un dossier, une tasse encore tachée de café froid, un journal daté du 29 avril. Dans une salle, un canapé brûlé sur un côté, témoignait d'une explosion proche. Un soldat soviétique posa la main dessus. La poussière se leva, comme un soupir. « Quelqu'un s'est assis ici » murmura-t-il. « Peut être lui. » Dans une autre chambre,
les enquêteurs trouvèrent un lit encore enfoncé, comme si deux corps venaient de s'y allonger. Une lampe renversée, un flacon de cyanure vide, des taches sombres sur le sol, à côté, un chien mort. La scène paraissait irréelle, banale et apocalyptique à la fois. Les officiers soviétiques notèrent tout. Ils photographièrent, mesurèrent, creusèrent. Ils découvrirent dans des fosses peu profondes des restes calcinés, des os mêlés à des éclats de métal. Près des corps, des bidons d'essence encore à moitié pleins. Puis virent les médecins militaires, qui examinèrent ce qu'il restait. Des mâchoires, des fragments de crâne, des morceaux de dentition. Ils comparèrent, débattirent, doutèrent. Certains disaient « C'est lui », d'autres répondaient « Non, cela ne prouve rien ». La vérité, ensevelie sous les décombres, devint elle-même un champ de bataille. Ce que les Soviétiques trouvèrent, ce n'était pas seulement des ruines, mais un monde suspendu entre l'effondrement et le déni. Les couloirs portaient l'écho d'ordres criés, de peurs retenues. L'air sentait la fumée et l'ammoniac. Le temps, ici, refusait d'avancer. L'un des soldats, un jeune homme originaire de Smolensk, raconta plus tard. C'était comme entrer dans le ventre d'un monstre mort. Tout semblait vivant, mais rien ne respirait. Ils découvrirent aussi les dossiers du régime, listes, noms, rapports d'exécution, des preuves du contrôle total, méthodique, froid. Dans une armoire renversée, un carnet portait encore une annotation. Le monde n'a pas compris. Henri, s'il avait pu lire cette phrase, aurait su combien leurs 12 heures en Normandie avaient compté. Car ce fil de temps, tiré, depuis la nuit du sabotage jusqu'à la chute de Berlin, formait une même ligne, celle de la liberté arrachée seconde après seconde. Sans ce retard du train, sans ces 25 minutes de feu, peut être que le jour J aurait échoué, que les Alliés auraient été repoussés. Et si les plages n'avaient pas tenu, Berlin n'aurait jamais connu l'arrivée des Soviétiques. Le destin du monde, parfois, tient dans un souffle, dans le courage de 4 silhouettes dans l'obscurité. Dans les bunkers, les soldats soviétiques sentirent cela, même sans le savoir. Ils ne voyaient pas les visages des résistants français, mais ils comprenaient que la victoire, ici, n'était pas née d'un seul front. Elle venait de toutes les ombres qui avaient dit non. L'un d'eux trouva un disque vinyle, brisé en deux, avec une étiquette à demi effacée. Lili Marleen. Il le montra à son capitaine. « Même la musique est morte ici, dit-il. » Le capitaine répondit. « Non, elle attend juste un autre monde pour rejouer. » Les couloirs résonnaient désormais du pas des vainqueurs. Au-dessus d'eux, Berlin brûlait. Les flammes se reflétaient sur les flaques d'eau qui inondaient les tunnels. Des affiches déchirées pendaient des murs, des portraits tombaient en cendres. La fin du Reich ressemblait à une tragédie jouée trop longtemps. Et pourtant, au cœur de cette destruction, un étrange calme s'installait. La guerre, enfin, se taisait. Henri, des années plus tard, en entendant ces récits, sut que tout avait trouvé un sens. Ce qu'ils avaient fait en Normandie n'était qu'une étincelle, mais cette étincelle avait traversé l'Europe entière. Elle avait allumé la flamme du débarquement, puis la marche vers Paris, puis celle vers le Rhin, et enfin jusqu'aux ruines de Berlin. Sous ces ruines, les Soviétiques avaient trouvé la vérité nue. La tyrannie se détruit toujours elle-même, et ceux qui résistent, même un instant, lui arrachent un fragment d'éternité. Henri se leva lentement du banc de pierre. Le vent fit frémir la plaque commémorative. Il se redressa, posa sa main sur son cœur et murmura une dernière fois les noms « Luc, André, Claire ». Puis il ajouta « Et toi, Berlin, toi aussi, tu dors enfin ». Le train suivant passa, rapide, filant vers l'avenir. Henri le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Sur les rails, la lumière du soir dessinait une ligne d'or, une ligne continue, qui reliait la paix à la mémoire, la Normandie à Berlin, les vivants aux morts. Ainsi s'achevait l'histoire, non pas dans le bruit des armes, mais dans le murmure d'un monde reconstruit. Car sous les ruines de Berlin, les Soviétiques avaient trouvé ce que la résistance avait cherché depuis le premier jour. La preuve que même les empires les plus sombres finissent par s'effondrer, et que, tant qu'il restera des hommes pour se souvenir, le temps ne s'arrêtera plus. Jamais. Au milieu des années 60,
Henri Delmas revint dans son champ. Les fleurs sauvages avaient remplacé le blé, et la paix avait effacé les cicatrices de la guerre. Il s'arrêta là où la terre s'était autrefois ouverte sous la force de l'explosion, là où tout avait commencé. Le vent soufflait doucement sur les herbes hautes, et au loin, un train passa au-dessus de lui, son grondement régulier se mêlant au chant des oiseaux. Henri leva les yeux, un sourire discret aux lèvres. Le monde avait repris son souffle. Et pourtant, dans le murmure des rails, il entendait encore l'écho du passé. Il pensa à Berlin. Sous les pavés modernes et les boulevards reconstruits, les bunkers demeuraient, enfouis sous des mètres de béton et de silence. Certains couloirs avaient été comblés, d'autres scellés, d'autres encore simplement oubliés. La poussière avait avalé les cris, les ordres, les prières. Les soviétiques, après la chute, avaient tenté de tout. Détruire dynamite, inondations, flammes espérant ensevelir à jamais le cœur malade du Reich. Mais l'histoire, comme la vérité, refuse de mourir, elle s'infiltre à travers les fissures du temps, revenant toujours à la lumière. Aujourd'hui, des touristes marchent au-dessus de ces ruines sans le savoir. Ils prennent des photos, mangent des glaces, riant dans les rues de la nouvelle capitale. Sous leurs pieds, pourtant, dorment les vestiges d'un monde perdu. Certains disent qu'on entend encore, dans les profondeurs, des échos étouffés, comme des pas dans un tunnel oublié. D'autres, plus curieux, parlent de secrets jamais révélés, d'archives disparues, de corps qu'on n'a jamais retrouvés. Les rumeurs persistent, car les bunkers de Berlin ne sont pas seulement des ruines, ce sont des souvenirs pétrifiés. Certains croient encore aux conspirations. Ont-ils vraiment trouvé Hitler? Pourquoi les seuls restes identifiés furent-ils des fragments de mâchoires et quelques dents? D'autres racontent que les soviétiques ont voulu brouiller les pistes, détruire les preuves pour garder le mystère. Mais Henri, lui, ne croyait pas à ces histoires. Il savait que le vrai secret n'était pas dans les eaux, ni dans les tunnels, mais dans le temps lui-même, dans la manière dont chaque minute de guerre pouvait transformer un siècle d'histoire. Il ferma les yeux. 25 minutes, c'était tout ce qu'il avait fallu, cette nuit-là, pour faire basculer le destin. 25 minutes de feu, puis 12 heures de retard, puis des années de conséquences. Le monde avait changé parce que 4 personnes avaient choisi de ne pas fuir. Il pensa à Luc, à son rire franc, à André, à sa voix ferme, et à Claire, à son regard plein de lumière même dans la nuit la plus noire. Ils n'avaient jamais voulu de gloire, ils avaient seulement voulu donner du temps à ceux qui allaient mourir. Henri se pencha vers la plaque, commémorative, posée au bord du champ. Les lettres gravées avaient vieilli, rongées par la pluie. Il passa ses doigts dessus, lisant les noms un à un. Luc, André, Claire, Henri. Puis il murmura « Nous avons tenu notre promesse ». Le vent sembla lui répondre en faisant ployer les herbes autour de lui. Son esprit retourna à Berlin, à ces tunnels sombres sous les ruines. Il avait lu que les Soviétiques avaient mis des mois à les explorer. Certains étaient inondés, d'autres effondrés. Mais on disait qu'à chaque pas, il tombait sur quelque chose d'étrange, un casque abandonné, un journal, une lettre, une montre arrêtée à 11h47. Le temps, là-dessous, s'était figé pour toujours. Il n'y avait plus de bruit, plus de guerre, seulement le silence. Un silence lourd, presque sacré, celui que laisse derrière lui la fin d'un monde. Henri imagina ces corridors plongés dans l'ombre, les ampoules brisées, les flaques d'eau, reflétant la lumière des lampes soviétiques. Il voyait les soldats marcher prudemment, leurs pas résonnant dans l'obscurité. Il cherchait des preuves, mais trouvait des fantômes. Chaque porte ouverte révélait un fragment du désastre. Une carte des fronts, un téléphone encore branché, une tasse de café vide depuis des jours. Et parfois, un lit défait, des draps froissés, une odeur de poudre et d'amertume. Sous Berlin, le passé dormait, mais il respirait encore. Les Soviétiques avaient tenté de le faire taire, mais le passé a sa propre volonté. On peut l'enterrer, l'oublier, ou le maquiller, mais jamais le faire disparaître. Il finit toujours par parler à nouveau, par murmurer entre les pierres et les murs effondrés. Henri observa le ciel. Il était clair, vaste, apaisé. Aucun avion, aucun grondement, seulement la paix, fragile et précieuse. Il pensa à son âge,
à la distance entre le jeune homme qu'il avait été et l'homme qu'il était devenu. La guerre n'était plus qu'une ombre, mais cette ombre avait façonné sa vie. Tout ce qu'il avait aimé, tout ce qu'il avait perdu, se tenait encore quelque part entre ces deux instants, la nuit du sabotage et le matin du silence. Le temps, murmura-t-il, c'est toujours le temps. Il se souvint des montres qu'ils portaient tous, synchronisées cette nuit-là. Chacune battait au même rythme, chacune comptait les secondes comme une prière. Le tic-tac avait été leur musique, leur seule certitude au milieu du chaos. C'était ce même tic-tac qui avait relié la Normandie à Berlin, les rails détruits aux bunkers effondrés, une chaîne invisible, tissée d'heures et de décisions. Le monde, pensa-t-il, ne se construit pas avec des armes, mais avec des minutes. Chaque minute sauvée, chaque minute tenue, est une victoire sur le néant. Henri regarda encore une fois la plaque. Les fleurs sauvages tremblaient dans le vent, colorant la terre de rouge et d'or. Il pensa à Claire, à la ferme qu'elle avait peu, être reconstruite. À Luc, dont le rire devait encore résonner quelque part, porté par la mémoire des vivants. À André, dont le sacrifice avait ouvert le chemin de la liberté. Tous, d'une manière ou d'une autre, reposaient dans cette paix retrouvée. Puis, il leva les yeux vers le ciel. « Nous avons fait cela pour la France, » dit-il calmement. « Pour que plus personne n'ait à compter les minutes comme nous. » Le train passa à nouveau, son souffle chaud soulevant un léger tourbillon de poussière. Henri sourit. Il resta debout un long moment, écoutant le bruit décroître jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Le silence reprit sa place, doux et plein. Et sous Berlin, quelque part dans un couloir effondré, le bunker demeurait. Les pierres retenaient la mémoire, les murs gardaient le secret. Le passé ne criait plus, mais il murmurait encore. Il parlait à ceux qui savaient écouter. Car, dans ces pièces les plus sombres, l'histoire continue de poser la même question, simple et immuable. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.